l'accueil et merci aussi à l'organisation pour me laisser la tâche peut-être un peu difficile, mais ô combien honorifique que de faire cette keynote de clôture. Alors donc, nous avons pendant 2 jours évoqué donc, le digital, les transformations digitales, les clients. Et nous avons, depuis des années dans le domaine de l'assurance, évoqué bien évidemment les robots, le big data, le digital, les objets connectés, l'ubérisation, depuis peu la blockchain, mais sans qu'il ne se passe véritablement de révolution dans l'industrie de l'assurance. Alors, les assureurs aujourd'hui ne jurent que par la transformation digitale, mais la réalité est un petit peu différente. Voici quelques chiffres qui vont fixer un petit peu l'environnement général. Vous allez voir que ça va reprendre certaines idées qui ont été développées durant ces 2 jours. Le premier chiffre qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau de l'IT, selon une étude de la revue Banque et Assurance, 70% des assureurs utilisent des applications d'un IT qui a plus de 10 ans, voire même beaucoup plus de 10 ans. Ce qui rend parfois assez difficile l'évolution des process vers du digital. Beaucoup de gens le savent, les compagnies d'assurance, mais aussi les grands groupes internationaux qui sont assez anciens, ont des approches IT qui s'empilent les unes sur les autres. Et il est assez complexe que d'envisager des évolutions, que d'envisager des modifications. Cela prend du temps et cela coûte très cher. L'autre point intéressant, c'est de voir quel est le degré de maturité digitale que considèrent avoir les organisations. Ce sont les sources de l'Argus de l'assurance de 2016, donc c'est assez récent. Et on se rend compte que les organisations pensent ne pas ou être très peu matures, à 44%. 32% considèrent être moyennement matures par rapport au digital et que 24% considèrent avoir un statut de mature ou de très mature. Continuons sur quelques analyses. Ici. Voilà. Je voudrais citer le chef digital officer du groupe Maïf qui dit « On peut difficilement mener un projet de transformation sans prendre à bras-le-corps le sujet de l'IT. Le nôtre évolue fortement pour réussir à s'interfacer avec des partenaires comme les startups de l'économie collaborative et les fintechs avec lesquels nous nouons des partenariats financiers, stratégiques et techniques. » On a vu qu'il était important de travailler, de nouer des partenariats avec des fintechs, avec des sociétés, des startups dans le domaine collaboratif. Pour ce faire, il faut que les environnements IT puissent être compatibles et puissent être, je dirais, avoir la possibilité de s'agréger ensemble. Autre élément intéressant, mais plus européen, c'est le degré de maturité data de 68 compagnies d'assurance en Europe. On se rend compte que 90% des assureurs considèrent que la stratégie data n'est pas alignée avec la stratégie business. 60% considèrent que la donnée n'entre pas en ligne de compte dans les prises de décision. 40% considèrent que la qualité des données mises à leur disposition n'est pas suffisante et n'inspire pas confiance. Seuls 24% utilisent des analyses prédictives et 3% appuient des prises de décision automatisées sur ces analytiques. Alors, il y a eu des évolutions en matière de digital pour les compagnies d'assurance, mais ça va être sans commune mesure avec ce qui va arriver. On a bien vu la possession de la data, l'intelligence artificielle sont les éléments clés. Le changement tient essentiellement à l'intelligence artificielle. C'est ce qui est le déclencheur, en fin de compte, de tous les éléments que je citais auparavant. L'intelligence artificielle est une technologie qui permet, comme on le sait, à une machine constituée d'algorithmes de résoudre un problème technique et d'effectuer des tâches de résolution autrefois associées à de l'intelligence humaine. Il en existe de 2 types, l'intelligence artificielle dite faible, l'intelligence artificielle dite forte. La première imite le comportement et la logique humaine sous forme d'un système autonome, mais sans capacité d'évolution. La deuxième est évolutive et apprend en continu avec, comme exemple, le deep learning. Donc on voit bien ici que le changement, la transformation doit s'appuyer sur cette intelligence artificielle. Pour l'instant, nous sommes dans une vision plutôt light, plutôt faible, mais l'avenir qui nous attend vraisemblablement, c'est d'aller vers des algorithmes qui apprendront eux-mêmes de leurs propres erreurs et de leurs propres avancées. Ce qui est le cas notamment des algorithmes qui ont été développés
pour notamment battre le champion du monde de jeu de Go. Alors, pour que l'IA puisse se développer, il a fallu qu'il y ait une conjonction d'éléments. Et le premier élément, c'est le data. Donc, aujourd'hui, le cloud, le big data a rassemblé toutes ces données. Et il faut aussi que le marché possède des acteurs qui centralisent toutes ces données. Et on les a aussi, on les a cités, je pense qu'on a cité quasiment tous les jours, au moins une fois ou deux par conférence, les GAFA. On aurait pu aussi citer les BATX, que sont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, ou les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Si on regarde les chiffres, et j'ai vraiment voulu qu'on essaie de voir un peu le panel, de voir un peu ce que ça représentait en termes de répartition, les 10 sites les plus visités au monde sont sous vos yeux. Je vais prendre les 4 premiers. YouTube, 1,5 milliard de visiteurs par jour. Google, 1,4 milliard de visiteurs. Facebook, 1 milliard. Et Baidu, 500 millions. Je faisais un calcul assez rapide, je ne citerai pas la compagnie, mais je prenais une compagnie qui a 150 millions de clients dans le monde. Imaginons que cette compagnie ait 4 contacts par an avec ses clients. Sur un an, nous aurions 600 millions de contacts. En une seule journée, c'est ce que fait quasiment Baidu. Chaque jour, nous postons plus de 10 milliards de photos sur les réseaux sociaux, ainsi que des milliards de data qui nourrissent l'intelligence artificielle des plateformistes. Alors, je voudrais revenir juste sur ce graphique. On peut constater une chose, ça a été dit ce matin encore, ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler. Si on regarde bien les sociétés qui sont sur la liste des 10, on se rend compte de quoi? Qu'elles sont soit américaines, soit chinoises. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains. Et je pense que c'est vraiment une question qu'on doit se poser dans le cadre de la transformation digitale, c'est de se poser la question de savoir si c'est véritablement ce que l'on veut et s'il n'y a pas des actions à entreprendre au niveau des États pour organiser une vraie révolution numérique, une vraie révolution digitale. Donc je pense que ça fait partie vraiment des interrogations. La transformation, c'est une chose. Après, c'est de savoir, et tout à l'heure, les intervenants évoquaient la possibilité de se regrouper pour créer des plateformes. Je pense que c'est une urgence absolue. Et je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui auraient peut-être intérêt à se regrouper pour devenir une plateforme équivalente, ou du moins assez approchante, de celle qui existe aujourd'hui. Alors, l'industrie de l'assurance, à l'instar des autres secteurs, connaît des mutations majeures. Alors, vous connaissez sans doute Watson, ça a été cité, je crois, encore ce matin. Alors, Watson a fait parler de lui, c'est de l'intelligence artificielle, au-delà du fait de battre sur Jeopardy des humains, il travaille aussi pour remplacer, pour apporter des solutions alternatives en matière d'assurance ou dans d'autres domaines. Et ce matin, dans Le Monde, il y avait un article qui parlait de Watson pour le Crédit Mutuel et qui indiquait que 20 000 salariés des chargés de clientèle allaient être accompagnés par Watson dans le cadre de leur activité quotidienne. Ça concerne 5 000 points de vente, donc on voit que l'intelligence artificielle, pour ceux qui en doutent, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est intégré dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, mais c'est aussi, je dirais, complètement intégré dans d'autres fonctions, dans le médical, dans des professions juridiques comme les avocats. Aux États-Unis, un certain nombre d'intelligences artificielles sont utilisées pour préparer des plaidoiries et analyser la jurisprudence. Donc on voit qu'il y a une avancée assez majeure. Alors les assureurs ont beau brasser une quantité importante de données, ils sont encore loin d'avoir intégré la data dans leur stratégie métier, et cela pour plusieurs raisons. Ils possèdent certes des données, mais elles ne sont pas toujours exploitables. Il y a peu de temps, à l'occasion d'une conférence à laquelle je participais, le directeur général d'une grande compagnie d'assurance indiquait que sa société disposait de beaucoup d'informations sur les assurés en matière de data, mais qu'il fallait aujourd'hui réussir à les indexer et à mettre en place des outils pour structurer cette information. Donc on voit que, encore une fois, nous sommes dans une logique où il y a un gros travail à faire au niveau de l'IT, un gros travail à faire sur l'objectif que l'on souhaite faire de ces données aussi.
Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf, j'ai repris une citation que je trouvais intéressante. Autrefois, la donnée était une barrière à l'entrée sur le marché de l'assurance, car elle nécessitait une expérience et un portefeuille de clients conséquents qui protégeaient considérablement les acteurs traditionnels. Désormais, la data est devenue un cheval de Troie et peut permettre à des acteurs comme les GAFA ou les constructeurs automobiles de proposer des assurances adaptées grâce à leur propre maîtrise de la collecte de données et des objets connectés. J'ai repris aussi une citation du directeur général d'AXA, Thomas Burbel, qui dit « Notre métier doit se réinventer. Nos concurrents de demain ne sont pas seulement ceux d'aujourd'hui, mais bien Google, Facebook, Amazon ou Apple. Toutes ces entreprises s'intéressent à l'assurance. Demain, par exemple, Apple pourrait tout à fait vendre de l'assurance santé plutôt que de se faire reléguer au simple rôle de porteur de risque. Mieux vaut donc imaginer comment travailler avec ces nouveaux acteurs et tirer parti de leurs atouts pour devenir meilleurs. Nous pourrions tout à fait imaginer construire de nouveaux modèles avec eux, par exemple pour améliorer le suivi des traitements des maladies chroniques et en abaisser le coût. » Donc, comment faire dans le cadre de nos activités, dans le cadre de l'assurance, pour essayer de trouver une voie qui permette peut-être de faire cette transformation que tout le monde considère comme étant nécessaire. Alors, il y a plusieurs axes possibles. Le premier serait de faire un partenariat. Donc, on voit que certains s'y sont employés. Donc, on voit deux exemples. AXA avec Alibaba, Allianz avec Baidu. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas si les retours sont déjà prégnants, mais en tout cas, la démarche, on voit bien, est intéressante, d'aller chercher donc de faire des partenariats assez rapidement avec des acteurs majeurs du secteur. L'autre possibilité, c'est d'aller sur de la création de structures ad hoc. On pourrait se dire, après tout, si les organisations sont trop difficiles à bouger, nous pourrions tout à fait envisager de créer, comme ça a été fait dans le domaine de la banque, des structures filialisées, full digital, partant de zéro, donc étant complètement vierges de tout ce passé parfois contraignant, mais s'appuyant sur des marques qui ont la capacité de permettre ce développement. Je ne suis pas convaincu que, malgré les exemples qui sont là, qui sont des exemples intéressants, convaincu que ce soit forcément l'axe qu'il faille utiliser, puisqu'on voit que ça a mis quand même du temps, que certains ont quand même encore beaucoup de difficultés à trouver leur modèle économique, mais c'est une voie qui est une voie possible. L'autre possibilité qui est offerte, c'est celle qu'on a évoquée durant ces 2 jours, qui est une transformation de la structure existante vers du digital. Et peut-être que c'est la voie qui sera, si on a le temps, la voie qui sera peut-être la plus intéressante à explorer. Encore faut-il que le temps nous soit donné ou soit donné aux acteurs de l'assurance. Je vous propose maintenant d'essayer d'aborder, de voir quelle analyse le digital et surtout l'IA, comment cela va impacter l'ensemble des étapes du processus d'assurance. Donc j'ai essayé rapidement de brosser les différents passages, que ce soit la partie avant-vente jusqu'à la gestion des sinistres pour voir comment il pouvait y avoir des avancées. Faire de la prospection et convertir le prospect en client. La connaissance du prospect passe par des informations que l'on peut détenir sur un individu avant même que celui-ci ne soit encore client de la société. Et ces informations proviennent des traces que nous laissons quotidiennement sur le web. Les données permettent de convertir un prospect en client. Voici un exemple d'une des applications. Il y en a 3. Dedans, il y a notamment Apple. Donc, vous téléchargez sur votre smartphone des applications qui permettent de remonter toutes les informations utiles aux fournisseurs de cette application. Donc on connaît votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous faites dans la journée, votre poids, on peut connaître aussi le nombre de calories que vous absorbez, l'ensemble des données qui peuvent être utiles pour commencer à dresser un profil de risque. Alors, il en existe bien plein d'autres qui vont alimenter les plateformistes, parce qu'en l'occurrence, c'est eux que ça concerne, les alimenter en information. Il faut quand même voir qu'on est, le secteur de l'assurance, c'est un peu pénalisé, puisque les plateformistes reçoivent de l'information sans qu'ils le demandent. Facebook, on a vu 10 milliards de photos. L'assureur, lui, doit aller chercher l'information par des questionnaires, par des interviews, par la connaissance qu'il a de son client. Et c'est vrai que la démarche du client à l'égard de l'assureur, elle n'est pas la même qu'à l'égard d'un Twitter, d'un Facebook, d'un Apple, etc. C'est souvent contraint qu'il donne l'information.
Il hésite souvent à donner la bonne information. Hein. Quand on reçoit un questionnaire de santé et qu'on demande le poids, on a souvent tendance à retirer 3 ou 4 kilos, etc., etc. Et on voit bien que l'information, elle est quand même donnée de façon plus contrainte. Donc, ce qu'il faudrait peut-être envisager aussi, c'est peut-être de diversifier, peut-être demain, les activités et l'approche de la clientèle pour essayer d'obtenir de la part du client peut-être des informations données plus spontanément. Alors, je ne sais pas si les assureurs parviendront à obtenir les photos de vacances de leurs assurés, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut légèrement avancer sur le sujet. Donc, associer des données à des données macro, il est possible de déterminer des profils types permettant d'affiner la granularité des besoins consommateurs afin d'apporter au bon moment la bonne proposition de valeur. L'intelligence artificielle et le big data vont permettre de mieux segmenter les clients et de mieux connaître leurs attentes ainsi que leurs profils. Il est possible aujourd'hui de connaître les habitudes de vie des consommateurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils désirent et ce qu'ils détestent. Aujourd'hui, les individus sont prêts à transmettre leurs données. Selon une étude récente, 50% des Français sont prêts à donner leurs données de santé et cela monte à 68% des jeunes qui donneraient volontiers leurs données aux GAFA. Les modèles traditionnels risquent d'être bousculés par les détenteurs privilégiés de l'information consommateur que sont les grands acteurs de l'économie numérique et qui se positionnent de plus en plus en tant qu'agrégateurs de services. Ils connaissent les tendances, les envies, les besoins, la préoccupation des 3,5 milliards d'individus qui se connectent à la toile. Il y a plus de données exploitées ces 2 dernières années que depuis le début de l'humanité. On parle de données exploitées. Mais c'est quand même aussi le fruit de ce big data, le fruit de ce cloud, que de rassembler toutes ces données. Ces acteurs entreront certainement dans l'assurance, mais vraisemblablement de façon, au début, accessoire, s'ils identifient des besoins non complètement satisfaits sur la base de leurs propres standards. Et puis, je pense qu'ils rentreront aussi sur le segment de l'assurance, s'ils estiment que les marges sont suffisantes pour y trouver un intérêt. Mais en tout cas, il est sans doute certain que certaines branches d'assurance ne les intéresseront pas, soit pour des raisons de complexité et de technique de ces, je pense notamment au risque industriel, soit pour des raisons tout simplement de rentabilité. Souscription du contrat, deuxième étape. La bonne connaissance du profil du futur client doit amener l'assureur à lui proposer l'offre qui lui convient le mieux. La transparence et l'honnêteté des explications qui seront données au client seront déterminantes pour la suite des relations avec le client. Dans la deuxième phase de l'intelligence artificielle, nous aurons sans doute des assistants personnels. Donc ça, c'est une vision peut-être à 5 ou 10 ans, mais on voit déjà les avancées que fait Amazon avec Amazon Echo, etc. Et c'est nos assistants personnels qui demain peut-être entreront en contact avec les assistants personnels des assureurs, des GAFA et autres, si jamais les assureurs ont disparu. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que certains prédisent que les fonctions marketing, dans une hypothèse de phase 2 d'intelligence artificielle plus évoluée, pourraient être de façon très significative assez entamées, voire même pourraient disparaître. Au niveau de la vie du contrat, l'analyse prédictive qui sert dans le cadre de la vente sert aussi dans le cadre de la vie du contrat. Elle doit permettre d'identifier assez rapidement des changements de comportement du consommateur qui seraient susceptibles soit de l'amener à résilier son abonnement, soit de le voir basculer chez un concurrent. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces données prédictives pour aussi identifier des signaux dits faibles qui pourraient éventuellement nous permettre de conserver ce client en adaptant une offre spécifique. Dernier point sur ces 4 étapes, la gestion des sinistres. La survenue d'un sinistre est considérée comme l'un des moments les plus délicats de la vie du contrat. Selon une enquête d'Accenture, 41% des clients ayant déclaré un sinistre envisagent de changer d'assureur dans les 12 mois. Le traitement des sinistres présente encore un grand nombre de tâches réalisées manuellement et le processus reste assez long et complexe. Les sites de déclaration en ligne viennent d'être complétés par des outils d'analyse sémantique qui permet d'acheminer les emails des clients auprès des bonnes personnes et certains outils même permettent de proposer des réponses aux gestionnaires. Les sites proposent une plus grande interaction avec les assurés en leur laissant le choix du mode d'indemnisation et en étant plus à l'écoute de leurs demandes. Il est important d'accentuer les processus permettant d'avoir plus de réactivité et d'être plus en contact avec les assurés. Et pour ce faire, on voit se développer la mise en place de chatbots
qui permettent de répondre partiellement ou totalement aux interrogations susmentionnées et donc d'être plus dans l'interaction, dans la réactivité avec les consommateurs. L'intelligence artificielle, c'est aussi le moyen de lutter contre la fraude. On en a un peu parlé ce matin. La fraude aux États-Unis, c'est 40 milliards de dollars. La fraude en France, c'est 2,5 milliards d'euros, soit environ 5% des primes encaissées. Et l'intelligence artificielle peut, en se mettant au service justement de cette lutte contre la fraude, permettre, par des principes d'automatisation et d'observation des comportements frauduleux, cela peut permettre de constituer une base d'analyse comportementale qui, à l'occasion d'une visio, à l'occasion d'un coup de fil, permettrait d'analyser l'attitude des consommateurs et d'ainsi d'analyser ce qui pourrait constituer un mensonge pouvant dissimuler une fraude partielle ou totale. Le futur est avant tout prédictif. Réussir que le sinistre ne se produise pas, nous avons vu un certain nombre d'exemples durant ces 2 jours. Groupama citait les alertes météo, on a parlé de la prévention médicale. On peut parler aussi de la prévention des risques de cambriolage. On peut parler de plein d'autres éléments qui rentrent dans le système de prévention. Et donc, le prédictif, c'est aussi éviter des sinistres. Enfin, je pense que là, je n'ai plus de retour. Pour terminer, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont vraiment importants de prendre en compte. Le premier, c'est aller vers... c'est bon. Aller vers la digitalisation, il faut veiller à ce qu'on ne perde pas de vue la mutualisation. L'arrivée des GAFA, des BATX, etc. serait de nature à les segmenter de façon très fine et peut-être de laisser au bord de la route un certain nombre de profils non compatibles avec leurs intérêts. Donc la mutualisation, c'est un vrai sujet. C'est l'une des bases fondamentales de l'assurance. Et je pense qu'il faut l'avoir en ligne de mire. L'utilisation des données, point important. Je parlais des plateformes, de leur localisation, de la protection des données, de la connaissance qu'on aura de vous et qu'auront de nous, les plateformistes et ces intégrateurs. Je pense que c'est important de regarder ça de très près. Et puis l'autre élément aussi qui peut être un peu anxiogène, c'est cette dimension sociale et sociétale dans laquelle on est en train d'entrer. Et je pense que c'est un processus qui sera sans doute difficile à retarder ou à inverser. Mais quand on regarde précisément et sans vouloir se faire peur, on se rend compte qu'un certain nombre de professions et de métiers à haute valeur cognitive seront concernés demain. Et on parlait des médecins. Yvan LeCun de Facebook disait qu'en 2025, vraisemblablement, il n'y aurait plus de radiologues, que l'ensemble des analyses radiologiques seront faites par des algorithmes. On parle des avocats, on parle des experts, on parle des actuaires, on parle de toutes les professions qui sont à haute compétence. Et il faut se poser la question de savoir si le monde de demain, c'est vraiment celui-ci que nous souhaitons. Et si il n'est pas possible d'envisager éventuellement, peut-être, non pas de réglementer, mais du moins d'essayer de fixer des guides ou d'essayer de fixer une ligne de conduite qui ne mette pas l'humain complètement à côté et au bord de la route. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. S'il y a des questions... Merci beaucoup. J'ai essayé de rattraper un petit peu de retard. Merci. Écoute, merci beaucoup Patrick. Patrick Raffort est avec nous pour la 4e année consécutive. Il n'a raté aucun rendez-vous de Casablanca de l'assurance. On te remercie vraiment pour ton soutien. Et surtout, c'est toujours très intéressant de t'écouter. Ben voilà, on arrive à la fin de ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance pour sa 4e édition. Il reste encore un petit moment sympathique où on se rencontrera. Donc, vous êtes tous conviés ce soir pour un cocktail dînatoire. C'est une soirée de gala, cocktail dînatoire, qui aura lieu dans ce lieu même. Vous verrez qu'il va être transformé tout de suite. Dès qu'on va sortir, la transformation va avoir lieu. Donc, je vous dis à tous et à toutes à ce soir. Et encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents avec nous. Merci.